Euh, il y a je pense aussi par rapport au stage de Lou, il faudrait aller voir les cinémas sur Montpellier. Bah oui, ils sont saturés, je sais. Là, je suis en contact avec le cinéma Pasteur Boulevard, et en fait, je crois que c'est la première fois qu'ils prennent des stagiaires ou quoi. Et en fait, je les ai appelés comme toi, ils sont en fait comme ça en cinéma municipal, ils essayent de rentrer en contact avec la mairie pour savoir si c'est possible. Du coup, beaucoup de ça se passe, mais j'essaie de faire ça. Après, si vous trouvez un endroit où vous pouvez être 2 ou 3 à faire des stages en roulement, c'est aussi une bonne idée. Eux, ils sont stagiaires sur toute l'année. Ouais. Alors, il faut brancher, il faut allumer. Allez, c'est parti. Les mineurs de Charbon. Je laisse allumer ou vous voulez que j'éteigne la lumière? Enfin, on voit bien ou pas? On voit, c'est bien. Ok, bah c'est bon alors. Et du coup, moi, je vais vous parler, donc, comme le titre l'indique, des mineurs de charbon, en passant, mais surtout en me basant sur le film de Germinal, donc, qui est à la base un livre écrit par Émile Zola, mais qui a été adapté au cinéma en 1993 par Claude Berry. Du coup, pour cet exposé, je vais passer une première partie dans une introduction générale, mais plus dans le fait d'apporter des notions du cours par rapport pour analyser finalement les mineurs de charbon et la culture. Le deuxième point, c'est plus un contexte historique pour bien comprendre dans quel contexte est né Germinal de Zola, et donc pour comprendre finalement le film. Le troisième point, c'est plus, je vais vraiment me baser sur le film avec quelques extraits pour vous montrer justement cette forme de culture de résistance qu'a été la culture des mineurs. Et la dernière partie, c'est plus une partie ouverture, entre guillemets, avec identité et mémoire basée sur le temps maintenant, avec une perspective de l'identité locale, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, avec cette culture des mines. Du coup, pour cet exposé, je m'appuie sur plusieurs notions des auteurs qu'on a au tableau. Je me suis basé plutôt sur le cinéma, enfin sur le film plutôt que sur le livre, parce que c'était plus facile pour montrer des extraits et que ce soit plus significatif, et parce que le cinéma, ça a longtemps été classé comme divertissement populaire. Donc pour moi, c'était une manière de réintroduire la légitimité à la fois du cinéma et à la fois de Germinal comme film coup de poing, quoi. Du coup, je me sers aussi du livre Culture d'en haut, Culture d'en bas, qu'on a dû lire, je pense que tout le monde l'a lu pour Méthodo, pour penser finalement cette différenciation qui a eu lieu entre la culture dite légitime et cette culture laissée au bas, entre guillemets. Après, je vais aussi me baser sur la notion de Stuart Hall avec la subculture. Donc il faut comprendre comme cette culture de résistance, cette contre-culture qui a émergé. Et donc pour ne pas laisser une analyse en se basant sur les structures de la classe dominante, par des notions de la classe dominante, etc. Et c'est ce qu'a théorisé Antonio Gramsci avec l'hégémonie culturelle. Pour faire simple, l'hégémonie culturelle, c'est le fait pour la société capitaliste de penser une vision du monde et de l'imposer à tout le monde, et en passant par le monopole de la culture. C'est-à-dire on passe par la culture et finalement on nous diffuse les idéaux capitalistes de la classe bourgeoise et dominante. Et finalement, en faisant ça, avec cette hégémonie culturelle, on a marginalisé toute une part des cultures de résistance ou des cultures marginalisées, dont la culture des ouvriers dans son ensemble, mais culture des mineurs de charbon spécifiquement. Et sur cette dernière idée avec Richard Hogarth,
avec l'idée de la culture du pauvre, avec cette distinction entre le nous et le eux, c'est-à-dire que cette communauté d'ouvriers, elle va se constituer petit à petit au fil des siècles dans un nous pour se contrer justement à un eux qui ne nous ressemble pas, etc. Et on joue vraiment sur cette repli sur soi entre le nous ouvrier et sur le eux d'entre-soi également bourgeois. Pour penser à la fois la question du nous et eux que j'expliquerai après la vidéo, cette vidéo elle va servir pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les paysages du Nord, puisque je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient du Nord ici, donc c'est pour vous montrer à quoi ressemblent finalement à la fois les bâtiments, l'architecture, ce qu'on appelle les corons dans le Nord, donc c'est-à-dire les maisons des mineurs. Et du coup, c'est une petite vidéo. Ça a été filmé dans les années 70, donc ça date un peu, mais bon, est-ce que ça a vraiment changé? Je crois pas. Les terris, ils vont pas bouger. Hein. Donc les terris, c'est ce qu'on appelle les montagnes du Nord, entre guillemets, c'est les résidus de poussière quand on enlevait le charbon du sous-sol, et finalement ça a créé des montagnes artificielles de charbon, en fait. Et c'est encore visible, et ça le sera toujours, je pense. Le son, en soi, il n'est pas important. Mais... Donc finalement, la vidéo, elle sert pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les corons, etc. Et sur cette idée du nous contre eux, c'est un peu l'idée, vous voyez les maisons, ce qu'on appelle les corons, elles se ressemblent un peu toutes, mais pas un peu, elles se ressemblent toutes, c'était le même modèle de la brique rouge, et c'est ça les terris qu'on parlait tout à l'heure, les sortes de montagnes artificielles. Et du coup, c'est juste cet espace social qui a été créé par l'industrie, par les actionnaires qui tenaient les mines avant, et ça a servi justement de créer cette condition ouvrière du nous, on se ressemble, on est tous dans les mêmes maisons, etc. C'est pour ça que j'ai voulu aussi vous le montrer, pour comprendre cette idée qu'ils étaient tous ensemble dans des sortes, ce qu'on peut appeler un petit peu des ghettos industriels, avec cette idée où on est dedans et la plupart du temps on y meurt parce que les maisons appartenaient aux mineurs. Donc là, je vais plus passer sur un contexte historique. Je m'appuie sur les travaux d'historiens comme Jean-Marie Meyer et Michel Winocq pour penser à la fois un peu le contexte économique, politique, social, etc. Je ne vais pas pouvoir tout dire parce que sinon on en aurait pour des heures, donc je vais essayer d'aller à ce qui est intéressant. Donc dans les années 1880, on est dans la Troisième République, on est 10 ans après l'échec des communards et on se retrouve avec on est dans le siècle de la révolution industrielle qui a bien commencé, mais dans les années 80 et le contexte des mines en particulier, on se retrouve dans une sorte de stagnation économique et où il y a une part de chômage et de faillite. Donc on est dans un système un petit peu, comme je l'ai dit, de stagnation. Au niveau on veut faire aussi, rupture avec le Second Empire de Napoléon III et de son pouvoir
autocentré, etc. Donc on tente de mettre un peu en place des lois de liberté. La liberté de la presse en 1881, la loi d'association pour l'autorisation des syndicats en 1884, et les lois scolaires qu'on connaît, 1881-82. Donc on est dans un terrain d'ouverture, de démocratisation un peu des pensées, etc. Et on a aussi, bien évidemment, puisqu'il y a une sorte de, pas une crise économique, mais une stagnation et des faillites, on se retrouve avec la naissance des premiers mouvements d'extrême droite en France qui sont couverts sous la figure du général Boulanger. Le général Boulanger, c'est celui qui va créer le mouvement boulangiste. Boulanger, c'est un général qui va s'illustrer pendant la guerre franco-prussienne, donc de 1870. Après, il va être ministre de l'armée. Il va commencer des discours revanchards sur les Allemands qui ont volé l'Alsace et la Lorraine, qu'il va falloir récupérer. Et on va avoir aussi tous ces premiers discours xénophobes et racialistes face à une arrivée d'immigration, que ce soit polonaise, italienne ou encore belge. Pourquoi je parle d'immigration, etc. Donc là, je m'appuie sur le travail de Gérard Noiriel, qui est un spécialiste de l'immigration en France. Pourquoi je pense ça? Parce que dans les mines de charbon, à cette époque, déjà, on a une main-d'œuvre qui vient notamment de la Belgique, puisque c'est très proche. Et pour donner quelques chiffres comme ça, en 1851, il y a 128 000 Belges en France. Et en 1891, on est à 466 000 Belges. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même une main-d'œuvre, bon, pas que dans les mines, mais là, je prends l'exemple des mines, mais aussi il y a d'autres industries dans le Nord, notamment, où on fait appel à cette main-d'œuvre parce que on a besoin de répondre à ce besoin pour extraire le charbon des mines. Et du coup, c'est pour ça que va naître les premiers mouvements d'extrême droite, comme le général Boulanger. Les étrangers volent notre travail, nous, Français, etc. Finalement, 100 ans après, on se retrouve avec les mêmes discours. Ça va pas très... Ils évoluent pas trop, mais bon, tant pis. Mais bon, tout ça pour dire, qu'il y a une main-d'œuvre d'immigration qu'il ne faut pas nier, et c'est justement connaître l'histoire pour connaître les mensonges de l'extrême droite et des fascistes. Donc après, pour parler plutôt de, comme vous voyez, l'international, en 1864, on a l'AIT qui est créée à Londres, donc c'est l'Association internationale des travailleurs qu'on a appelée la première internationale. Et en France, ça arrive, c'est plus compliqué à se mettre en place parce qu'on a ce fameux débat réformiste, révolutionnaire, on a ce début de conscience ouvrière qui va naître. Et finalement, c'est dans les années 80 où on a ce mouvement ouvrier qui va commencer à se structurer, mais qui n'est pas structuré. Il faut le rappeler parce que même Germinal le montre très bien, c'est qu'il y a encore des divergences. C'est pas encore tout à fait créé, mais on a un terreau fertile pour cette création du mouvement ouvrier. Donc maintenant, pour parler plus spécifiquement pas de la géographie, mais le bassin minier, c'est ce que vous voyez en rouge sur la carte. Tout ce qui est en jaune, ou je ne sais pas trop c'est quelle couleur, jaune, ou voilà, c'est la région qu'on a appelée Nord-Pas-de-Calais, maintenant qui n'existe plus, puisqu'apparemment, non, on appelle ça les Hauts-de-France, avec la Picardie, donc qui ont fusionné deux régions les plus pauvres pour en faire une région très pauvre, mais bon, c'est pas moi qui fais... Mais enfin, tout ça pour dire que ce que vous voyez en rouge, c'est vraiment ce qu'on a appelé le bassin minier. Donc 1200 km², c'est l'un des plus grands bassins miniers qui existent, puisque c'est quand même conséquent pour la région. Donc on voit que ça a quand même marqué le territoire, et surtout les emplois. C'est-à-dire, les emplois, c'était la source première. Et aussi, petit détail, qui tient les mines à cette époque? On n'est pas encore dans la nationalisation qui arrive après la Seconde Guerre mondiale. C'est des actionnaires privés, donc des bourgeois capitalistes qui tiennent les mines. Donc, voilà. Là, on va passer plus à la partie avec les extraits du film que je vais essayer de vous présenter. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Germinal, je vais vous montrer la bande-annonce. Je précise avant que dans le film, il y a un agresseur sexuel et un violeur. J'en fais pas la promotion, mais il est dans le film. Donc voilà. Enfin, si ça veut bien se lancer un jour. Germinal, 169 voilà. sur 1, troisième.
Donc voilà la petite bande-annonce qui annonce bien là où on va aller avec cette idée donc de culture de résistance donc des mineurs de charbon. Alors, d'abord pour analyser le film, je pense qu'il faut faire une petite analyse marxiste, si je peux me permettre de parler de Marx, avec notamment le manifeste du Parti communiste, donc, qui a été écrit par Marx et Engels en 1848. Pourquoi j'utilise Marx ? Bon, finalement, c'est un peu logique pour parler de Germinal. C'est que Marx fait la grande différence entre les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois, ceux qui tiennent les moyens de production, les prolétaires, ceux qui ne possèdent que leur force de production à vendre. Donc, finalement, on se retrouve avec cette dualité finalement, dans Germinal, entre les propriétaires des mines, qui sont les bourgeois, et les ouvriers mineurs de charbon, qui sont le prolétariat. Donc sous cette analyse, c'est encore penser le nous contre le eux, c'est-à-dire ce début de prolétariat qui développe une classe pour soi, donc c'est-à-dire unie par la conscience et prêt à mater les bourgeois, entre guillemets. Et donc c'est aussi cette idée de la contre-culture politique, puisque l'État bourgeois, comme on le voit sur la caricature finalement, l'État bourgeois qui gave le capital, donc les actionnaires, on va dire les propriétaires des mines, face aux prolétaires qui n'ont rien à manger et qui se font exploiter. Donc finalement, je l'ai pensé aussi dans une idée de contre-culture politique, c'est-à-dire que les mineurs n'étaient pas attendus au fait de penser politique et de penser par la politique, puisqu'à la base, la politique, elle a été constituée pour maintenir, si on est dans une analyse marxiste, je précise, pour maintenir l'État en place et maintenir la bourgeoisie et enfoncer encore ce prolétariat. Donc, en fait, moi, je l'ai analysé dans le sens où, Germinal, les mineurs de charbon vont se constituer en groupe et vont commencer à penser politique. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir après l'effort dans le bar pour penser la grève, pour penser tout un tas de choses. Et si on analyse comme ça, c'est juste pour dire qu'à la base, les mineurs, ils n'étaient pas pensés dans la politique. Et il y a un exemple dans le film qui est assez marquant. Le personnage principal qui s'appelle Maheu, il y a une vision où ils veulent faire la grève, etc. Les patrons la prennent et ils convoquent Maheu dans son bureau et il lui dit « Maheu, t'es le meilleur élément de la mine, s'il te plaît, te mêle pas de politique parce que là, ça va ruiner ta carrière. » Donc ça montre bien que les bourgeois et les actionnaires tentent d'endormir entre guillemets le prolétariat et leur conscience pour justement qu'il n'y ait pas de grève, pour qu'il n'y ait pas de résistance. Parce que les bourgeois, les actionnaires privés bourgeois veulent vraiment étendre leur idée capitaliste, etc. Et cette culture de résistance, c'est les mineurs qui vont le faire. Donc là, je vais vous montrer un passage où on est justement sur cette idée de grève, et on n'est pas donc dans une structure politique à proprement parler, mais on est littéralement dans un bar. Donc, après le travail, ils se réunissent ici, quoi. Les amants pleurent. Je sais bien que nos voisins ne sont pas toujours impeccables. Enfin, quand même, ça cache quelque chose de grave. Ils ont mis une affiche à la caisse, mais j'ai pas su bien lire. J'attends Maheu pour aller toucher la paye. On va bien voir. Ça sent pas bon. On dirait qu'ils vont nous pousser dedans. Non, ça c'est sûr. C'est facile à prévoir. Ils vont vous pousser à bout. La crise s'aggrave. Avec toutes ces usines qui ferment, on a de moins en moins besoin de charbon. La direction cherche à réduire les frais, alors elle part remis sur les salaires, et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture. Depuis 2 mois, là où ils s'entassent sur le carreau des fosses. Une bonne grève les arrangerait plutôt. On épuise le stock, on met une partie des mineurs au chômage, et les autres, une fois montés, on en profite pour moins les payer. Et puis ils sont au courant de la caisse de prévoyance. Ils ne disent rien, mais ça les dérange. Pendant la grève, elle se videra toute seule dans l'œuf avant qu'elle ne soit trop garnie. La compagnie n'a aucun intérêt à la grève et les ouvriers non plus. Le mieux est de s'entendre. Combien t'as dans ta caisse? 3 000 francs. La direction m'a fait appeler avant-hier. Très poliment, elles m'ont répété qu'ils n'empêcheraient pas les ouvriers de créer un fonds de réserve. J'ai bien senti qu'ils en voulaient le contrôle. De ce côté-là aussi, il faudra se battre. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3 000 francs? T'auras pas 6 jours de pain. C'est une bêtise, cette grève. Je te comprends pas. Hier, t'étais pour le feu, aujourd'hui, t'es contre la grève. C'est trop tôt.
Dans une grève, l'ouvrier souffre autant que le patron. Pléchard m'a écrit. Il pense comme moi. Il faut profiter du climat pour entraîner en masse tous les mineurs de la région à l'association des travailleurs. Ils te suivent dans ta caisse de prévoyance. Mais combien d'entre eux ont adhéré à l'international? C'est le moment. Plus la situation sera dure, plus nous les déterminons à nous suivre. Et quand les travailleurs du monde entier auront compris, quand ils se tiendront tous la main, alors là on pourra agir. Et on n'aura même pas besoin de faire trêve. Des bêtises. C'est pas demain la veille que les frères de tous les pays vous viendront en aide. Et si on nous force à la faire, cette grève? Là, ça vous amuse. Ça ruine les uns, ça tue les autres. C'est toujours autant de nettoyer. Mais à ce train-là, vous mettrez 1000 ans pour renouveler le monde. Commencez donc plutôt par faire sauter ce bagne. Sinon, vous crèverez tous. Donc, l'extrait, je trouve qu'il illustre très bien cette idée de révolutionnaire contre les réformistes, puisqu'on voit ce personnage-là à la fin, où il explique qu'il faut plutôt faire tout péter. Donc lui, c'est vraiment l'archétype du révolutionnaire, c'est-à-dire on n'attend pas de faire grève, on détruit tout, comme ça ils n'auront plus les moyens de production. Et lui, il apparaît plutôt comme un réformiste, bon, on va s'entendre, les syndicats, on va attendre, etc. Et c'est pour montrer que ce mouvement ouvrier, il n'est pas constitué, enfin il commence à se constituer, mais toujours sur cette grande dualité révolutionnaire contre réformiste. Après, ce personnage-là, celui qui est joué par Renaud, j'espère que vous avez reconnu Renaud, il a morflé, mais bon. Étienne Lantier, c'est lui qui va penser l'idée de la caisse de prévoyance. Donc la caisse de prévoyance, c'est finalement, on a une caisse commune, on met l'argent dedans, et quand c'est l'heure de la grève, on n'a plus de salaire, mais on a cette caisse pour piocher. Donc cette idée même de la caisse de prévoyance, de solidarité, etc., c'est une résistance à ce que veulent imposer le capitalisme, je veux dire le rythme, les modes de production, etc. Ça, c'est une résistance directe, et c'est pour ça que penser Germinal dans une idée de contre-culture, ou plutôt de culture de résistance, c'est cette idée finalement ils résistent dans les idées, puisque là on voit ils ne sont pas d'accord avec les patrons, mais ils résistent aussi physiquement, puisque dans le film, la grève va se passer. Petit spoil, mais bon, le film, ça fait longtemps qu'on y est, mais il va y avoir la grève, donc finalement, c'est cette idée qu'il y a une résistance aussi physique des mineurs, de leur corps, pour se battre contre l'hégémonie culturelle capitaliste. Dans une deuxième idée tirée du film, je pourrais en parler longtemps, mais en vrai, on va se limiter. Je voudrais redonner une place importante par rapport aux femmes, et notamment les femmes des mineurs. Donc, les femmes, à cette époque, en 1880, les enfants, je sais plus si... Oui, normalement, les adolescents, même à 12 ans, descendent déjà dans les mines. Les femmes descendent aussi, mais elles s'arrêtent quand elles ont des enfants. Ce que je veux dire, c'est que cette vision des femmes au foyer, donc je pense une question des mineurs de charbon, il ne faut pas que ce soit une vision des femmes où il faudrait dégrader, sous-évaluer ou renvoyer les femmes au foyer. C'est pas ce qu'on veut, on leur veut le meilleur, une émancipation, etc. Mais en fait, je veux dire qu'il faut redonner le travail, donc dans une vision encore marxiste, reproductif, par rapport au travail productif, et que les femmes ont permis littéralement la survie des mineurs de charbon qui descendaient dans le fond. Parce que c'est elles qui géraient les bains, qui géraient le nettoyage des habits, des affaires remplies de charbon, c'est elles qui allaient chercher de la nourriture, c'est elles qui préparaient les repas, c'est elles qui pensaient l'aménagement de la maison pour mieux respirer, pour sortir de cette poussière qui était toujours présente, etc. Donc, dans cette idée des femmes au foyer et des mineurs de charbon, c'est une place qu'il faut évaluer, pas se dégrader, pas mettre sous le tapis, etc. Elles ont finalement participé à ce que les mineurs de charbon puissent survivre réellement. Et après, dans une deuxième idée, toujours en pensant les femmes, c'est finalement, comme je vous ai expliqué, la grève. Les mineurs font grève, donnent leur corps pour faire grève et pour faire barrière. Les femmes aussi, elles ne sont pas uniquement justement dans cette idée du foyer, elles sont aussi dans les grèves, dans les déblayages, même dans les émeutes. C'est elles qui vont aussi, je pense surtout
il y a une vidéo comme ça d'après Seconde Guerre mondiale où les mineurs sont en grève, donc on n'est pas du tout dans le contexte, mais littéralement les femmes frappent les policiers. Enfin, je veux dire, elles sont dans ce truc de résistance. Elles résistent au même titre que les mineurs ou que les enfants de 10-12 ans qui étaient dans le fond de la mine. Et donc cette vidéo, le titre m'a fait rire parce que c'était la Maheude, donc c'est le personnage féminin chez les bourgeois. Donc on comprend tout de suite où on est. Et je vais vous montrer juste un peu. Alors voilà, vous vous rappelez des maisons que j'ai montrées au début dans les années... c'était tourné dans les années 70, des corons, où c'était des petites maisons qui se ressemblaient. Bon, bah là, vous avez une maison, enfin un château d'un actionnaire, donc de ceux qui tiennent les mines. Donc aussi cette grande différence entre le nous et le eux, il se passe comme ça. Alors eux, ils ont des jardins, des forêts, ils ont un peu tout, donc ils sont en plus exclus de ces corons du Nord pour être ailleurs. Et c'est aussi c'est ce que je vous montrais dans le sens, eux, ils ont un château en briques, pendant que les autres, ils avaient des corons en briques, enfin bref. Donc tout ça. Donc là, on a la rencontre entre deux actionnaires, entre deux bourgeois. Et pour continuer sur l'idée des femmes, on a donc c'est elle, la Maheude, qui va arriver avec ses enfants chez les bourgeois. Et ma fille, remplis ton petit office. N'oublie pas d'en chercher le paquet dans l'armoire. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes tous bien bons. Pauvre mignon. Sont-ils pas lourds d'être allés au froid? Vous n'avez que ces deux-là? Oh, madame, j'en ai 7. 7 enfants? Mais pourquoi? Bon Dieu. C'est beaucoup. Vous travaillez depuis longtemps aux mines? Moi, je suis descendue jusqu'à 20 ans. J'ai arrêté quand j'ai accouché. La deuxième fois, quand je me suis mariée. J'avais assez de besogne à la maison, mais du côté de mon mari, ils sont là-dedans depuis des éternités. Là, il va avoir bien chaud. Le pauvre mignon. Merci beaucoup. C'est bien. On est tellement à court. Si on avait une pièce de 100 sous seulement. Non, ce n'est pas dans nos habitudes, nous ne pouvons pas. La compagnie vous donne le loyer et le chauffage, bien sûr. Oui, madame, on me donne le charbon. Et le loyer n'est que 10 francs par mois. Ça n'a l'air de rien, mais souvent c'est dur à payer. du coup, cet extrait, il montre bien le fait... alors déjà, il y a une critique qu'on peut apporter aussi, enfin, c'est pas une critique, mais en soi, ça a été la réalité, des bourgeois méprisants par rapport aux pauvres qui font beaucoup d'enfants, mais ça a toujours été le cas. On criminalise les familles pauvres qui font beaucoup d'enfants. Oh là là, 7, mais vous n'avez pas les moyens. Ouais, mais s'ils étaient payés à la hauteur de ce qu'ils font, peut-être qu'ils auraient pu, mais enfin bref. Donc tout ça pour dire que les femmes, quand elles ne sont pas finalement dans le foyer ou quand elles ne sont pas avec justement en grève de payer de leur corps, elles ont aussi, c'est elle qui va aller chercher des vêtements supplémentaires pour les enfants. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et c'est aussi une dimension politique parce que c'est elle qui va tenter de réclamer au patron une augmentation, une pièce supplémentaire. Donc elles ont joué un rôle essentiel et assez crucial aussi dans cette culture de résistance des mineurs de charbon et aussi des femmes et des mineurs de charbon, les femmes, quoi. Donc c'était cet extrait, il montre ça. Bon, lui, on regarde pas. Cette photo, elle sert à vous montrer aussi très rapidement, pour finir sur cette partie, que la culture de résistance a été aussi ne pas avoir les codes, entre guillemets, et la norme du divertissement de la bourgeoisie, le théâtre, l'opéra et compagnie. Dans tout le film, on voit des scènes de kermesse, de bals populaires, etc. On voit que ça danse, ça crie, ça chante. Et le lieu qui a été le bar, la bière, l'alcool, etc., c'est une forme aussi d'identité propre dans le nord de la France, avec ce côté très populaire, mais très festif, joyeux, et pour contrer justement cette idée de la culture silencieuse à consommer de manière, avec les bonnes manières, quoi, si je peux dire. Donc on va passer finalement à une sorte, c'est pas vraiment la conclusion, c'est une sorte de dernière partie de conclusion, pour penser aujourd'hui.
Donc déjà, le film, quand il est sorti en 93, il a reçu 6 millions d'entrées. Donc déjà, c'est un bon score pour le cinéma. Et il a surtout touché les régions du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est-à-dire que les populations du Nord se sont déplacées au cinéma pour voir un film comme celui de Germinal. Donc ça montre encore qu'en 93, et même encore aujourd'hui, la population du Nord est encore touchée par cette histoire de Germinal, des mineurs de charbon, tout ça. Et là, je vous ai mis une photo ici. C'était la nouvelle série, la série de France Télé en 2021 de Germinal. Donc, c'est-à-dire que Germinal, ça touche encore des gens et ça avait été tourné dans le nord de la France. Donc, ils ont réinvesti les lieux puisque tout est encore d'actualité. Enfin, je veux dire, tout est encore sur le décor. Enfin, c'est pas le décor, mais vous avez compris. Et ici, vous avez une photo. Non, je ne le cache pas, c'est bon. C'était un ancien site d'exploitation de la mine, qui a été transformé en musée en 1984. Donc, c'est-à-dire qu'on a un complexe entier à l'Eward, donc qui est dans le nord de la France, et qui va devenir le plus grand musée de France par rapport à la mine. Donc, c'est-à-dire que toute cette idée de maintenir l'identité, de la mémoire, etc., elle est présente à travers les musées, les séries, les nouvelles séries, etc. Et aussi, ça c'est juste pour vous montrer un tout petit peu. Le charbon sort. Oui, bon. On ne veut pas être UNESCO, c'est oublié. Voilà. Le bassin minier classé à l'UNESCO, c'est chose faite en 2012. 87 communes, 51 terrils, 28 écoles ou encore 4000 hectares de paysages sont notamment distingués. Grâce à cette reconnaissance mondiale, c'est toute une région qui est mise en valeur. Résultat, les touristes affluent, comme ici au centre historique minier de l'Eward en 2013. C'est notre patrimoine, on se doit de venir voir dans quelles conditions travaillaient nos anciens. Le centre historique... Donc ça, c'était vraiment juste pour vous montrer aussi un autre point dans l'identité et mémoire, c'est que, comme on le dit, ils ont eu le label UNESCO, donc de protection du patrimoine mondial, donc c'est aussi une reconnaissance et pour toute cette industrie du Nord et cette population locale. Et pour terminer sur tout ça, sur cette identité, là, ce que vous voyez, c'est un post Facebook que j'ai trouvé. Et en fait, c'est la fête de la Sainte-Barbe, donc, qui a lieu normalement tous les 4 décembre. La Sainte-Barbe, maintenant, c'est plus pour les pompiers. Enfin, ça a été pour les pompiers. Maintenant, c'est les pompiers. Mais je veux dire qu'avant, ça a été aussi la patronne, le symbole de la patronne des mineurs de charbon. Et dans le Nord, on fêtait la Sainte-Barbe et on la fête encore. La preuve en est, c'est qu'on continue le bassin minier d'être exploité pour des fêtes d'identité. Bon, là, je dirais pas locale parce que la Sainte-Barbe, c'est national, mais je veux dire qu'on utilise encore le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On voit sur la photo, derrière, c'est les chevalements, donc c'est-à-dire les paysages typiques de cette industrie du Nord. Donc tout ça pour dire que, encore aujourd'hui, cette identité locale, elle tend à être préservée, aussi un peu pour contrer ce monopole de la question de l'identité nationale qui tenterait de gommer toutes ces spécificités régionales. Et pour terminer sur aussi cette idée de mémoire, en 1980, Pierre Bachelet va composer et va chanter cette chanson qui est quand même connue, je pense, qui s'appelle Les Corons, et qui va être réutilisée. Aujourd'hui, c'est l'hymne littéralement du club de foot de Lens, donc Lens qui est une ville dans le bassin minier, et c'est littéralement leur hymne qui chante. Et du coup, les corons, ça parle du travail de la mine, etc. Et donc, vous allez écouter. Donc là, c'est au stade Bollaert, donc le stade de Lens. Et donc, du coup, c'est les supporters qui chantent.
Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi que cette identité, elle reste, elle dépasse un peu l'échelle locale, puisque l'hymne dans le monde du foot, c'est relativement connu et reconnu. Et je sais aussi que par rapport à des matchs de foot qui se passent dans le Stade Bollaert, il y a eu, alors je ne sais plus à quelle date, d'anciens mineurs qui ont fait commencer le match. Donc c'est toujours finalement cette culture de la mine, des mineurs, des corons, etc., qui reste très présente dans le Nord. Et elle existe toujours. Bon, c'est pas vraiment une conclusion que je vais faire parce qu'en vrai, voilà, mais c'était juste pour dire que j'ai essayé de prendre Germinal, le film, pour penser cette culture de la mine comme une culture de résistance, comme je l'ai dit tout au long de cet exposé, pour vraiment penser que la société capitaliste industrielle n'est pas arrivée comme ça d'un claquement de doigts et d'une facilité, mais elle s'est vue contrée notamment par cette masse ouvrière qui a essayé de se structurer, etc. etc. Voilà, c'est la fin. Merci. Oui, c'était clair, le film était tout à fait visible et je trouve que c'est bien d'avoir aussi commencé par le mettre en relation avec Hogarth, parce que c'est en fait exactement l'univers de Hogarth. On pourrait retrouver effectivement aussi de l'autre côté de la frontière, dans le bassin de la Ruhr, en Allemagne, voilà, ces régions qui sont unies à la fois et qui ont été historiquement aussi des régions de conflit, mais qui sont unies en fait par cette activité industrielle commune, qui a été le cœur de la machine effectivement du capital au XIXe. Donc ça c'était clair et tout à fait bien fait. Après l'usage que vous avez fait, qui était aussi intéressant de la question de l'hégémonie, comme outil, en fait c'est une notion qui sert à expliquer comment le pouvoir se maintient chez Gramsci et qui a après développé et reprise du XXIe siècle, précisément dans les textes théoriques politiques. Comment le pouvoir politique se maintient, comment le pouvoir, en l'occurrence, pour venir à l'exposé d'une classe, se maintient, et le fait de deux façons. Et c'est ces deux façons articulées qui déterminent en fait la nature un peu de la société en question. Soit il le fait par la répression, et donc là, à un moment donné, il y a la répression, justement, on envoie la troupe, on tire, et puis c'est réglé. Ça peut être d'autres formes, mais disons ça c'est la prérogative de l'État, c'est d'avoir la force de frappe au sens strict. Et puis l'autre moyen, c'est là que l'hégémonie elle arrive chez Gramsci, c'est de contrôler, on pourrait dire, au niveau du symbolique, c'est-à-dire de contrôler d'amener les gens au consentement. Et ça rejoint la scène que vous avez montrée, qui est effectivement très intéressante quant à la double culture socialiste. On est en plein aussi au moment où le débat naît, à ce moment-là. Les deux branches. Réformistes révolutionnaires, Marx ou, disons, ce qui va devenir après la social-démocratie, la Marx, plutôt en Allemagne, pour en prendre un autre, ou la troisième version, celle qui est montrée aussi au même moment, qui est le russe, qui n'est pas russe pour rien, c'est-à-dire l'anarchie. De Bakounine. Exactement, c'est les trois familles, en fait, de la pensée socialiste au XIXe. Et la scène, elle est très bien. C'est pour les trois discours qui se... Voilà, et dont, au fond, la masse, l'ensemble, le collectif est un peu... vous l'avez assez justement dit, c'est pas constitué véritablement encore à ce moment-là. Et donc, alors, l'histoire de l'hégémonie, c'est ça, c'est que le deuxième moyen d'assurer la domination, c'est de contrôler, c'est d'amener les gens à penser que c'est légitime, d'amener le dominé à penser que la domination du dominant, elle est légitime. C'est plus compliqué que ça, évidemment, chez Gramsci, mais l'idée, c'est que c'est la persuasion, d'une certaine façon, c'est l'arme rhétorique. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le dosage des deux, et en fonction du type de société qu'on a, une société va être plus répressive quand, effectivement, la société civile, parce que c'est là que ça joue la question de l'hégémonie. Quand la société civile est très résistante,
voilà, on va appuyer très fort dessus pour imposer l'ordre. Quand la société civile est plus souple, voilà, on a moins besoin d'appuyer sur la pédale répressive. Mais c'est les deux leviers, en fait, de la domination. Et quand est-ce que la société civile est souple? Ben, quand elle accepte, en fait, les idées qui sont les idées, on pourrait dire, dominantes, quand les idées ont été diffusées dans le corps social et qu'elles sont en voie d'acceptation. C'est votre rappel politique, il est très intéressant parce qu'on a un magnifique cadre d'école, je trouve, moi, depuis une quinzaine d'années avec ça, y compris dans le Nord, où un legs idéologique qui est tout à fait identifié au spectre politique et historique devient petit à petit normalisé. Exactement. La grande victoire, l'hégémonie au sens gramscien, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens acceptent les pensées qui, au fond, en fait, vont finir par se retourner contre eux. Vous avez très justement rappelé la composition sociologique des mineurs. On fait venir des gens de partout parce qu'on a besoin de leurs bras, tout simplement. Ça, c'est le vieux ressort de l'immigration économique. Effectivement, le Nord, aujourd'hui, le porte-parole du Rassemblement national s'appelle Jacobel. Jacobel, il n'est pas flamand. Il nom de famille, oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, je peux poser intéressant là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une vraie culture, en fait, qui se constitue et qui se constitue aussi sur ce brassage qui, alors, évidemment, il y a boulanger, il y a tout de suite ces lignes de fracture, mais qui, quand même, globalement, l'intégration par le travail, en fait, et par un travail pénible, voilà, constitue aussi encore, en fait, une conscience de classe. Voilà, donc ça, c'est effectivement le concept tel que Gramsci le forge, et il fonctionne effectivement à merveille pour analyser, en fait, les situations ou les phénomènes de consentement à l'oppression. En fait. Voilà. Donc, merci pour ce panorama. Alors, il y a quand même des mines dans le sud. Il y a des mines en Aveyron. Je sais. À l'Est. Mais je connais mieux le bassin minier du Nord parce que je viens du Nord. J'avais compris. J'ai essayé de défendre. Non, mais c'était pas défendre mon patrimoine, mais c'était aussi ramener le fait que aujourd'hui, même politiquement, tout ce qu'on appelle bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ça vote Rassemblement national et oui, ok, et le RN, et alors qu'à la base, c'est les bastions du Parti communiste. Ça a été les mineurs polonais, les premiers résistants face aux fascistes, et du coup, c'était une manière aussi de redire ce qui était le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et que le Nord, c'est pas que des pauvres racistes, voilà. Non, il y a aussi parmi les plus grandes familles industrielles de France. Ah bah oui, les exploiteurs. Et oui, les autres. Ah oui, ils sont tous du Nord. C'est soit ils sont... Et c'est vrai, ça donne effectivement socialement une dichotomie très grande du département du Nord. Donc, je connais aussi par ailleurs un peu, mais c'est un département de contraste très fréquent. Voilà, mais pour la petite histoire, quand même, Jean Jaurès, les mines, c'est Carmaux. L'humanité, c'est... Il y a les mineurs de Carmaux, mais c'est les mêmes... voilà, c'est plus restreint. Oui, c'est juste que je connais mieux ça. Avec le bassin minier, en Nord, très étendu, de Casville ou à l'Est, c'est quand même relativement... Oui, c'est ça, mais après, Jaurès. Bon, merci. Merci à vous. Pour l'exposé. Alors, je ne sais pas, elles sont dans des géographies minières ou en série. Bon, on enchaîne direct, vous voulez bien, comme ça, après on arrête. Vous avez terminé. Sinon, si on fait la procédure. S'il vous faut un ordi, vous prenez le vote. Non, je vais envoyer sur le vote, sur le mail. Alors, vous m'avez envoyé le mail. Alors, oui, on vient pour mail. Je dois avoir ça quelque part. Je sais que j'ai reçu.
Alors, hop, parti. C'est des images. Oui, alors, je sais pas, je comprends pas. Si je me mets en point doc, PDF. Pourquoi il veut absolument que je ouvrir avec quoi on peut ouvrir ça? Vous pouvez me renvoyer en PDF? Le mettre en PDF, vous, et me le renvoyer en PDF? Vous pouvez essayer, oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est une licence, le format. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour mettre un diapo en PDF. Alors, je ne sais pas comment on fait pour l'afficher en PDF, le diapo. Ah bah ça... Enfin, l'afficher en diapo, le PDF. On va faire ça. Parce que si vous n'avez pas... Non, mais parce que j'ai moi... Ah, vous avez besoin d'avoir le texte. Alors, autrement, on fait l'inverse. Vous m'envoyez le texte, vous lisez sur celui-là, et vous me projetez à partir du vôtre. Non? Oui, c'est possible aussi. Bon, on va essayer de... Mais de toute façon, vous ne devriez pas avoir le diapo pour les mettre sur les... Si. Voilà. Donc, en PDF, ça sera plus oui. pratique. Les documents... Ça m'a un peu tout foutu, alors c'est pas grave. Ça a changé la mise en page? Oui, un peu. Pour Heidelberg, il y a des niveaux? Moi, j'ai contacté et du coup, j'ai posé plein de questions pour commencer à là. Et en fait, là, je suis en train de souffler le dossier. Pour l'instant, je me suis inscrite aux deux classes anglais, B1 et B2. Et en fait, si je sache le niveau B1, normalement, mon niveau B2, je n'ai pas besoin de payer. C'est bientôt? Ça se passe là en... C'est fin... Le B1, c'est fin janvier. Et après, je crois que c'est en avril le début. Oui, le message. Voilà, normalement c'est bon. C'est bon. Okay. Ça y est. Voilà. Comment je fais ça avec les petites flèches en bas.
Et avec celle du côté, je pense que ça fera passer la page. Donc, je vais faire mon exposé du coup sur les tueuses en série et sur leur représentation dans les médias. Donc, les médias, par exemple, presse et journaux, mais aussi dans la fiction, dans les films et dans les livres. Donc, pour le sommaire, on va d'abord parler un peu de l'histoire des tueuses en série, celle qu'on retrouve dans la vraie vie. Donc on va voir les tueuses en série célèbres, iconiques, alors aussi leur profil type, et on va parler du cas d'Aileen Wuornos, qui a reçu le nom de première femme serial killer des États-Unis. C'est pas vraiment le cas, mais on va voir pourquoi. Ensuite, on va voir la représentation des tueuses en série dans les médias, donc dans la presse, les informations télévisées, mais aussi dans les séries, dans les livres et les films. Et on va aussi comparer deux archétypes, la femme fatale et la vengeresse. Et ensuite, en conclusion, on fera une ouverture sur la question de la violence féminine. Donc, un tueur en série est quelqu'un qui tue au moins 3 personnes en des lieux et des temps différents. Donc les meurtres peuvent être espacés par des mois, voire des années. Ce terme est apparu dans les années 1970 ou 1980, alors bien que ce type de meurtrier ait toujours existé. On reconnaît Robert Ressler, agent du FBI, comme créateur du terme serial killer dans les années 70. Il faut également noter que le psychiatre Krafft Ebing les désignait comme monstres psychosexuels à la fin du XIXe siècle. Alors ça, c'est très important, parce que pendant très longtemps, on a associé ce côté sexuel au serial killer, et c'est pour ça que les femmes qui tuaient étaient écartées de cette appellation, parce qu'on ne retrouvait pas ces éléments sexuels dans leurs meurtres. Donc c'est en fait, même dans les années 1990, il y a un agent du FBI qui s'était exclamé les femmes tueuses en série, ça n'existe pas. Bon, il a tort, mais on verra pourquoi après. Le profil type d'un serial killer, alors c'est un homme blanc ou de type caucasien, âgé entre 20 et 40 ans, avec de lourds antécédents psychiatriques personnels, mais également familiaux. Alors nombre d'entre eux ont été maltraités durant leur enfance. Cependant, ces tueurs en série sont en grande majorité des hommes. Qu'en est-il des femmes? Les statistiques diffèrent légèrement les unes des autres. Alors, selon les différentes études sur le sujet, elles ne représenteraient que 5 à 10% des tueurs en série. Cependant, certaines statistiques affichent un nombre plus précis de 8%. D'autres affirment une proportion plus importante d'environ 15%. Alors, les sources n'étaient pas très d'accord entre elles, donc ça a été un peu difficile. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que c'est 15% maximum et pas plus. Donc ça représente quand même une proportion assez faible par rapport aux hommes. Alors si les femmes tueuses sont si peu nombreuses, elles ont tout de même été présentes tout au long de l'histoire, alors certaines passant même au rang de mythe. Alors par exemple, nous avons la comtesse Elisabeth Bathory, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec le mythe. Alors, elle a été nommée la comtesse sanglante et elle a inspiré le mythe du vampire. Alors, c'était une comtesse hongroise, née en 1560 et morte en 1614. Elle aurait été accusée d'avoir tué et torturé de nombreuses jeunes filles qu'elle aurait fait amener à son château sous différents prétextes. Par exemple, offrir du travail à des paysannes ou faire apprendre l'étiquette à des filles de la noblesse. Alors, selon le mythe, elle les faisait égorger et vider de leur sang pour se baigner dedans, pour rester éternellement jeunes. Bon, il faut prendre cette représentation avec des pincettes. Hein. Alors, la vérité sur le nombre de victimes et les violences proférées est assez incertaine. De nombreux témoignages ont été obtenus sous la torture. Enfin, à l'époque, c'était comme ça que ça faisait. Et les accusations qui ont été menées à l'arrestation de la comtesse seraient provenues de rumeurs. Rumeurs qui ont d'ailleurs amplifié et troublé l'affaire, puisque l'on se souviendra de la comtesse Bathory comme un personnage de légende, une vampire. Le nombre de victimes semble fluctuer entre 50 et 650 selon les différents témoignages, ce qui est assez large. Alors 50, c'était les personnes qui travaillaient au château qui ont donné ça, et 650, ce serait selon des carnets qu'on a perdus ensuite, sur lesquels était noté le nom des victimes. Donc on va plus se pencher vers le 50.
Les violences auraient été des brûlures, des morsures, des passages à tabac entraînant la mort, et une longue exposition au froid, et également la mort par dénutrition. Ce cas est spécial parce que certains historiens ont émis l'hypothèse que cela aurait été très bien pu être un coup monté contre la comtesse. C'est des affaires politiques encore, ce qui est assez probable. Une autre femme meurtrière qui a marqué l'histoire, c'est Giulia Tofana. Alors, c'était une courtisane italienne qui a été exécutée à Rome en 1659, même s'il y a toujours des théories sur le fait qu'elle se serait échappée en fait et aurait vécu un peu plus longtemps et serait morte dans un monastère. Son arme de prédilection, c'était le poison, comme pour la plupart des tueuses en série, et plus particulièrement l'Aqua Tofana, qui était indétectable pour l'époque. Elle vendait ce poison aux femmes piégées dans de mauvais mariages, qui devaient être d'un nombre assez conséquent à l'époque. En effet, à la Renaissance, le principal moyen pour une femme de jouir d'une assez bonne liberté dans la société italienne, c'était d'être veuve, parce qu'on n'était plus sous l'autorité du père ni du mari. On considère que ces poisons ont aidé au meurtre d'environ 600 hommes en tout, ce qui est un palmarès assez impressionnant, on doit se le dire. Alors on peut citer beaucoup d'autres meurtrières qui ont marqué la chronique. On a Catherine Deshailles, qui est connue sous le nom de La Voisin, qui a participé à l'affaire des poisons sous le règne de Louis XIV. On a Hélène Gégado, elle aussi, empoisonneuse émérite, qui a sévi tout au long du XIXe siècle, qui a été tuée en 1852. Alors elle a été accusée de 5 meurtres, mais on pense qu'elle a attenté à la vie de 30 personnes. On a Amélia D'ailleurs aussi, qui aurait étranglé entre 200 et 400 nourrissons. Oui, c'est beaucoup. Alors, elle a vécu aussi au XIXe siècle à Londres, et elle, comment ça s'appelle ? J'ai oublié, c'était les pouponnières. Où en fait, elle récupérait c'était plusieurs femmes qui faisaient ça à l'époque, qui récupéraient les enfants de femmes qui ne pouvaient pas s'en occuper, par exemple les enfants des prostituées et des femmes de basse condition pour s'en occuper. Et elle leur donnait, et elle récupérait l'argent en fait pour s'en occuper. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle tuait les nourrissons en les étranglant, en les noyant, et elle récupérait l'argent pour elle. Oui. Et enfin, on a Eileen Wuornos, qui est un cas dont on parlera plus tard. Donc, pour le profil des tueuses en série, je me suis surtout basée sur ce livre-là, qui a été écrit par Marissa Harrison, qui est une psychiatre spécialité dans la criminalité, qui a écrit du coup Just as Deadly. Pour vous traduire cette partie-là, je veux que les lecteurs sachent que les tueuses en série existent. Normalement, alors le plus souvent, les livres, les films et les podcasts se concentrent sur les hommes. Le FBI n'a pas reconnu les tueurs en série jusqu'en dans les années 1990. Ils ont appelé ces crimes crimes sexuels, et les crimes sexuels ne sont presque jamais indicatifs, et sont presque toujours indicatifs d'un tueur en série. Mais il y a des femmes très connues qui ont tué beaucoup plus de victimes que les hommes, et ces femmes commettent des meurtres et arrivent à échapper à la justice. Donc, là, c'est une comparaison que j'ai fait. Bon, j'ai pris du coup les différents, les différentes caractéristiques des serial killers, et j'ai fait un tableau comparatif. Alors on sait déjà que les femmes représentent 5 à 15% des tueurs en série, mais leur nombre n'est pas la seule chose qui les différencie des hommes. En effet, on peut noter une divergence importante dans les motivations et les modus operandi. Le meurtre en série est un phénomène très genré. Alors tout d'abord, les motivations. Alors, il est plus courant pour une tueuse en série de tuer pour des questions de gain ou de vengeance que les hommes. En revanche, si le gain est un mobile assez courant pour les hommes, celui qu'on va retrouver le plus, c'est l'envie d'assouvir un besoin ou un fantasme sexuel, que l'on ne retrouve presque jamais chez les femmes. Ces cas sont extrêmement rares. Sur tous les cas que le professeur Harrison a étudié, il n'y en avait que 2 qui pouvaient être perçus comme des femmes agissant pour des questions sexuelles. Alors par gain, on a
on entend avantages financiers, mais aussi une meilleure position dans la société, avoir accès à un certain confort de vie, donc Abelia d'ailleurs, du coup. Cette catégorie est appelée tueur hédoniste. Alors il y a 4 catégories de tueurs en série en tout, mais là on parle des tueurs hédonistes. Et ces tueurs hédonistes, eh bien, c'est 70% des femmes tueuses en série. La deuxième catégorie la plus courante chez les femmes, c'est les tueurs orientés vers le pouvoir ou le contrôle. Alors, selon le docteur Peter Vronsky, qui est un autre psychiatre, les tueuses en série tuent pour les mêmes motifs principaux que les hommes, le contrôle. Les hommes expriment leur contrôle par le viol et la brutalité, et les femmes expriment leur contrôle directement en tuant leurs victimes et en saisissant leurs biens. Ensuite, les moyens de tuer. L'arme la plus utilisée par les tueuses en série, c'est le poison. On peut également retrouver d'autres moyens de tuer, comme utiliser une arme à feu, poignarder, la suffocation et la noyade, surtout pour les enfants. Les hommes vont le plus souvent tuer par asphyxie ou par strangulation. On considère leurs moyens de tuer plus violents. Les femmes vont aussi être moins à même de mutiler le corps après la mort de la victime, ainsi que de prendre des trophées, alors que c'est une pratique assez courante chez les hommes. Alors, les types de victimes. J'ai mis femmes comme hommes pour les deux, parce que c'est le cas, mais pour les femmes, en fait, on compte souvent légèrement un peu plus d'hommes, mais c'est 55% pour 45% le plus souvent. Donc c'est une différence, mais pas tellement significative que ça, je trouve. Après, c'est mon interprétation des chiffres. Les tueurs en série tuent le plus souvent des personnes qui leur sont inconnues, les hommes. Cette pratique de stalker sa victime, de ne pas la connaître, est très rare chez les femmes. Elles vont souvent tuer des personnes qui sont proches d'elles, des familles, la famille, des amis. Certaines études montrent que 92% des victimes connaissaient leur meurtrière. Elles tuent 2 fois plus souvent leur partenaire de vie que les hommes. C'est un tiers des tueuses en série. Elles ne vont pas seulement viser leurs époux, mais également des personnes considérées faibles, fragiles, comme les enfants, les personnes handicapées, âgées ou malades. On considère que 44% des tueuses en série ont tué leurs enfants. Le profil type. La tueuse en série est le plus souvent de type caucasien ou blanche. Son âge moyen est de 32 ans, ce qui est légèrement plus vieux que les hommes, qui est de 28 ans. Elle est le plus souvent de classe moyenne ou supérieure. Alors, on va en retrouver dans les classes moyennes, plutôt rare dans les classes supérieures. Celles qu'on retrouve en classe moyenne, c'est celles qui ont les métiers, sinon celles qui sont sans métier, c'est souvent de classes plus défavorisées. Elle a eu beaucoup d'entre elles ont reçu une éducation, elles ont fait des études. Elles sont mariées, souvent plusieurs fois, parce que si elles tuent leur mari, bien évidemment. Leur profession va être le plus souvent dans le soin. Infirmière, par exemple, 39%, ce qui est assez impressionnant comme pourcentage, parce que c'est rare de trouver une catégorie aussi prominente, en fait. Alors, elle est aussi considérée comme plutôt attirante, plus que la moyenne. Elles échappent plus facilement aux autorités que les hommes. Elles tuent en moyenne sur 8 ans, qui est le double du temps d'un tueur en série. Elles sont également moins à même de s'afficher dans les médias et narguer les autorités. Un bon nombre de ces femmes ont aussi vécu des maltraitances et des abus, souvent sexuels, dans leur enfance. On retrouverait chez 40% d'entre elles une forme de maladie mentale. Dans le cas où la tueuse en série ne travaille pas seule et son partenaire est un homme, elle va avoir plutôt une position soumise. Par exemple, il y a certains cas où il y a un cas que j'avais lu où cette tueuse en série qui accompagnait son partenaire avait fini par se faire tuer par ce partenaire aussi à la fin. Donc, le cas Eileen Wuornos, la fabrique d'un monstre. Alors, pourquoi Eileen Wuornos ? Parce qu'elle a été considérée comme America's First Female Serial Killer. J'ai mis Celebrity parce que c'est pas la première tueuse en série que les États-Unis aient connue, mais c'est celle qui a fait le plus de vagues au niveau de la presse et des médias. Et pourquoi ? C'est parce qu'elle a un profil assez atypique par rapport aux autres tueuses en série. Alors c'est le 13 décembre en Floride que l'on découvre le corps de Richard Mallory, âgé de 51 ans.
Son cadavre comportait plusieurs impacts de balles. Cette découverte est la première d'une liste de 7 victimes dont les restes seront retrouvés sur toute une année. La coupable, alors, Aileen Wuornos, qui a 34 ans au moment de son arrestation. Cette arrestation va déclencher un bouleversement dans la société américaine des années 90. Wuornos se verra affublée du surnom « Demoiselle de la mort » par les médias, ainsi que du titre « America's First Female Serial Killer ». Si elle n'est pas la première tueuse en série que les États-Unis aient connue, elle est en tout cas celle dont l'histoire sera la plus médiatisée. Et pour cause, son profil et son histoire sont atypiques et brisent l'image qu'on se faisait des femmes tueuses. Alors, son enfance est très difficile. Sa mère s'est mariée avec son père quand elle avait 15 ans, père qu'elle ne connaît pas puisqu'il passe la majeure partie de sa vie en prison parce que c'est un pédophile et un violeur. Sa mère la laisse sous la garde de ses grands-parents, l'abandonnant. Durant son enfance, elle sera victime de viols par plusieurs hommes, dont son frère. À 15 ans, elle part de chez ses grands-parents et plonge dans la prostitution pour gagner sa vie. C'est en pratiquant son activité de prostituée qu'elle commettra ses meurtres. Le profil de Wuornos est en effet atypique. Elle est une femme prostituée, lesbienne, qui a tué 7 hommes en un an. Alors, déjà, en un an, comparé aux 8 ans en moyenne d'une femme tueuse, c'est très rapide. La façon dont elle les tue choque, car elle clash totalement avec le profil des tueuses en série de base. Alors, ces victimes étaient des inconnus. Elle ne les a pas tuées par poison ou par asphyxie, mais par arme à feu. Elle n'a pas cherché à forcément dissimuler les corps ou à les enterrer. Elle les a abandonnés sur le bas-côté d'une route ou à l'orée d'une forêt. De plus, elle renverse l'idée qu'on se fait d'un meurtrier et d'une victime, autant que Jack l'Éventreur, la prostituée. Alors, autant de Jack l'Éventreur, la prostituée était la victime idéale. Maintenant, c'est elle qui prend des vies. Voici ce qui se dit dans les journaux. Aileen Wuornos tue comme un homme. Pourtant, quand elle passe pour la première fois devant la justice, Wuornos affirme qu'elle a tué pour se défendre contre ces hommes qui ont essayé de la violer. En effet, le premier homme qu'elle a tué avait déjà été appréhendé pour question de viol par la justice. Cependant, les versions qu'elle donne sont parfois incohérentes. Elle commence d'abord à expliquer que ces hommes l'avaient violée, puis elle rétracte ses accusations. Elle dit ensuite que seulement un était passé à l'acte, les autres avaient juste commencé à le faire. Puis de nouveau, lors d'un entretien avec un documentariste, elle réaffirme avoir agi par self-défense. On a également retrouvé dans son domicile l'argent et les bijoux qu'elle avait dépouillés, dont elle avait dépouillé les cadavres. Devant la Cour suprême de Floride, elle dit « J'ai tué ces hommes, je les ai volés alors qu'ils étaient froids comme la glace, et je le referai de nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit, car je tuerai encore. J'ai de la haine qui soigne de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose. Elle est folle. J'ai été examinée tellement de fois. Je suis compétente, saine, et j'essaie de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine, et je tuerai de nouveau. » Donc, d'un autre côté, les journaux s'en donnent à cœur joie. Le monstre prend un peu forme dans l'imaginaire collectif. Bien plus qu'une affaire, c'est une sensation. De nombreux documentaires et livres sortiront suite à son arrestation et à son exécution en 2002. En 2003, sort le film Monster qui relate toute l'affaire. Un opéra a même été écrit sur elle et a été représenté à Sydney, si je me souviens bien. Alors, cette presse américaine a vraiment beaucoup aimé appuyer sur cette représentation du monstre parce que Aileen Wuornos est bon. Il y a plusieurs peines qui l'accablent. Alors, elle tue des hommes, c'est une tueuse en série, mais elle est également lesbienne. Donc, il y a aussi cette notion de clasher totalement avec la norme et le genre. Comme je le disais avant, le meurtre, c'est quelque chose de très genré. Le docteur Harrison avait fait un parallèle avec les chasseurs-cueilleurs. Parce que à chaque fois, ce qu'on se dit, c'est oui, les hommes y chassaient et les femmes, c'était les cueilleuses. Et donc, c'était pas la même chose. Elle faisait la comparaison avec comment les femmes et les hommes tuent. Les hommes, ils chassent. Ils vont choisir leurs victimes qu'ils ne connaissent pas. Tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose... c'est une action. Les femmes, elles, ça va être plus passif. Elles vont aller chercher autour d'elles, elles vont cueillir leurs victimes au lieu de chasser.
Là, Aileen Wuornos, elle chasse ses victimes, en un sens. Comment la presse la représente, elle chasse ses victimes. Ensuite, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé que la réaction des chercheurs et des académiciens et des essayistes sur cette affaire était encore plus fascinante que celle des médias, en fait. Parce que deux pensées émergent. D'abord, celle qui veut dépeindre le cas Wuornos comme victime d'un système patriarcal, que ce soit pour sa raison de tuer ou pour son passage devant la justice. Et un autre, en revanche, se détache de la première, affirme qu'il est important de considérer Wuornos comme une meurtrière. Alors, Wuornos est tout d'abord présentée comme une victime qui n'a fait qu'être soumise aux aléas de la vie. Les meurtres qu'elle aurait commis n'auraient été que de la self-défense. On met ainsi la lumière sur la condition des prostituées à l'époque, les risques qu'elles encourent. Et c'est vrai que cette affaire a fait avancer les discours sur la sécurité des prostituées. Cependant, présenter Wuornos purement et simplement comme une victime ne permet pas de comprendre sa situation pleinement. Pendant des années, les femmes n'ont pas été considérées comme capables de véritable violence. La seule raison pour laquelle elles agiraient ainsi, c'est parce qu'elles auraient été repoussées dans leur retranchement, que ce n'est que dans des conditions extrêmes qu'elles se détourneraient de leur nature féminine douce pour commettre des meurtres. Pourtant, si on admet que les femmes sont capables de ressentir le même spectre d'émotions que les hommes, alors nous devons accepter que leurs actes peuvent être motivés par des raisons similaires à celles des hommes. Si une femme ne tue que quand elle est victime, elle n'est plus actrice, mais juste réactrice, et elle perd son agentivité et ses motivations. Il y a également la question de maladie mentale qui se pose dans cette affaire. En effet, si Wuornos a toujours affirmé être saine d'esprit, affirmation que les tests psychiatriques n'ont pas démenti, on peut toujours se demander comment les événements qui ont influencé son enfance et sa vie de jeune adulte ont pu influer sur ses actes et son état d'esprit. Alors, victime ou monstre, le cas Aileen Wuornos en tant que prostituée, et en tant que lesbienne et en tant que criminelle reste donc un sujet qui divise autant sur le plan de la criminologie que dans les questions féministes. Le film Monster a été critiqué en fait pour la représentation qu'il faisait d'Aileen Wuornos comme une femme qui a juste besoin d'amour et comme elle n'a pas cet amour et qui lui manque, c'est pour ça qu'elle tue. Une femme perdue qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait en fait. Et là on repart sur cette idée de femme qui ne fait que réagir et pas agir. Donc, la représentation dans la presse. Alors, le genre du tueur en série a un important impact sur la façon dont il va être représenté. Oui. Par la presse. Alors, il y avait une étude qui s'était intéressée à deux tueurs, avait fait une comparaison entre deux tueurs en série, Johanna Dennehy et Stéphane Griffiths. Tout d'abord, Dennehy a été très sexualisé par rapport à Griffiths, voire déshumanisé. De plus, les journaux l'a dépeigné comme ayant une forme de maladie mentale, alors que Griffiths n'a pas été décrit de cette façon, alors que les actes meurtriers étaient similaires. Une autre étude s'est intéressée à la question de représentation qui respecte les normes de genre, c'est-à-dire si les tueurs en série vont être représentés ou avoir des mentions dans des médias avec des traits stéréotypés féminins, donc ça veut dire faible, attentionné, émotionnel, protectrice, tout ça. Donc dans la presse, on ne retrouve presque pas ces termes. Celui qui revient le plus souvent, c'est émotionnel, avec une apparition dans 9,2% des articles. Ensuite, on a faible à 5,6%, attentionné à 4%, dans 4% des articles. Protectrice ou aimante à 1,4%, sensible à 0,6% et passive à 0,5%. De plus, l'attribution des traits qui sont le plus souvent associés aux hommes tueurs n'est pas si courant que ça. Par exemple, 23% des articles qui mentionnent que la femme avait fait des preuves de violence, il n'y a que 23% des articles qui mentionnent que la femme a fait preuve de violence physique sur les victimes. 57% des tueuses en série avaient au moins un article les décrivant comme physiquement violentes. 2,6% des articles les décrivaient comme psychologiquement violentes et 28,6% des tueuses avaient au moins un article qui les décrivait en ces termes. Finalement, 12,9% des articles les décrivaient comme ayant des traits psychopathes, surtout la manipulation et le manque de sentiments et de culpabilité. Et 80,9% de ces femmes avaient au moins un article leur attribuant ce trait, mais seulement une avait plus d'articles mentionnant la psychopathie que d'articles qui ne la mentionnaient pas. Donc,
et ses caractéristiques. Donc là, on remarque du coup que les tueuses en série, ce sont des personnes qui vont clasher avec ce qu'on attend d'elles au niveau du genre, mais on ne va pas quand même leur attribuer les attributs de l'autre genre, du coup, du masculin. Donc ça reste en fait, ça devient des personnages qui sont mis en dehors des relations de genre, un peu. Il y avait aussi comment la presse a réagi au jugement de ces tueuses en série. Parce que, en fait, donc du coup, elle a fait, celle qui a fait cette thèse, en fait, elle a regardé si la presse disait que ces femmes avaient eu des jugements sévères, justes, ou plutôt plus sympathiques, on va dire, pour leur cause. Et bizarrement, elle avait parlé de la théorie de la galanterie, chivalry theories, ou la théorie de la galanterie, qui dirait que vu que c'est des femmes, elles vont la justice va être plus douce avec elles. Pas du tout, en fait. Et bizarrement, les femmes qu'on pense attirer plus plus de sympathie à leur cause, par exemple les femmes qui vont être représentées comme malades mentalement ou ayant subi des agressions sexuelles, eh ben, la presse va souvent dire qu'elles ont reçu des jugements plus sévères. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont vraiment reçu des jugements plus sévères ou à cause de leur passif, en fait, la presse a jugé que ce jugement avait été trop sévère. J'enlève la boîte mail. Je sais pas pourquoi elle est ouverte. Il y a aussi le cas des mères. Alors les tueuses en série qui ont aussi été mères, elles ont été jugées plus durement, selon la presse. Et ça s'explique assez facilement. Par contre, c'est que une femme qui tue, ça brise avec les règles du genre. Et une femme qui tue, qui est aussi une mère, donc ça veut dire quelqu'un qui est censé être doux, qui est censé être aimant, qui est l'épitome de ce qu'on attend d'une femme, sachant en plus que la plupart des tueuses en série tuent leurs enfants, et ben ça c'est vraiment le péché capital, on va dire, pour la femme, de tuer son enfant. Donc bien entendu, elles vont recevoir des sentences plus sévères, parce que elles échouent à leurs conditions de femmes dans l'imaginaire commun, en fait. Donc on va les juger plus durement. Ensuite, la représentation dans la fiction. Alors, là, je me suis basée sur une étude qui a été faite sur pas mal de films. C'est combien ? Ouais, quelques dizaines de films alors c'était tous des films représentant des tueurs en série. Ça va de 1956 à 2013, mais j'ai aussi mis ce film-là qui est sorti en 2022. Et alors il n'a pas été pris dans l'analyse, parce qu'il n'était pas encore sorti, mais c'est un film très intéressant, non seulement comment il décrit la tueuse en série, mais comment les fans de ce film ont réagi à ce personnage. Donc, une nouvelle comparaison entre la représentation et la réalité. Alors, la chercheuse a fait deux types de résultats.
ceux où il y avait une grosse différence et ceux où c'était assez similaire. Donc, la majorité des tueuses en série étaient représentées comme adultes pendant pour leur premier crime, ce qui est assez représentatif de la réalité, parce que, comme je l'ai déjà dit avant, c'est 32 ans l'âge moyen pour les tueuses en série, pour le premier meurtre. Par contre, la majorité de ces tueuses en série, alors 58,8% dans les films, étaient représentés comme étant célibataires, où leur relation romantique n'était pas discutée dans le film. Alors que la plupart du temps, elles sont mariées, donc 76,3% du temps. Les femmes mariées qui tuent dans les films, on les retrouve qu'à 26,5%. Et voilà. Ensuite, les motivations. La motivation qu'on va retrouver le plus souvent, et ça part dans l'archétype de la vengeresse, c'est la vengeance, alors que dans la réalité, c'est le gain. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le gain, c'est une des motivations qui est le moins représentée dans les films. Oui, alors 23,7% des tueuses en série avaient la motivation de l'amour ou de l'obsession pour quelqu'un, voire sexuel, et c'est très intéressant de voir ça parce que c'est quand même un chiffre assez conséquent dans les films, mais dans la réalité, comme on l'a vu avant, les fantasmes sexuels, c'est pas une motivation qu'on retrouve du tout chez les tueuses en série. Alors, on a 63% de tueuses en série qui sont représentées comme ayant une carrière dans les films, mais souvent, alors dans carrière, ça veut dire une profession en dehors ou une activité, mais le plus souvent, elles sont étudiantes, alors que nous, on va avoir les infirmières. Alors les infirmières, on les retrouve quand même, ça va être 14,3%, mais c'est beaucoup moins que dans la réalité qui va être plus proche de 40%. Le plus souvent, à la fin du film, les tueuses en série vont être tuées, alors que 26% d'elles les montrent qu'elles ont pu échapper à la justice. Alors, quand elles sont tuées, ça veut dire tuées par l'une des victimes. Alors, bien entendu, c'est un film, c'est pour ça qu'on représente, c'est pour avoir la satisfaction de voir la victime s'en sortir. Parce que dans la vraie vie, les tueurs en série sont rarement, que ce soit femmes ou hommes, sont rarement tués par leurs victimes, on va dire. Ils vont être surtout appréhendés par la justice. Ensuite, il y a aussi les victimes. Alors, le plus souvent, ça va être des connaissances, mais juste des connaissances, représentées dans les films, alors que dans la réalité, c'est vraiment des personnes avec des forts liens familiaux. Là encore, on va plus se rapprocher de ce qu'on s'attendrait d'un tueur en série normal plutôt qu'une femme tueuse en série. Aussi, une différence pour les moyens du meurtre, par exemple, là aussi, utilisation d'armes blanches. Donc là encore, on va plus se baser sur les codes du tueur en série que sur une représentation, une vraie représentation de la tueuse en série. Là aussi, proportion des victimes hommes qui est assez... les proportions des victimes femmes et victimes hommes sont assez proches de la réalité, même si dans les films, elles vont plus avoir tendance à tuer les hommes que les femmes. Par contre, ce qui est très intéressant de voir, c'est à quel point les victimes mineures, les enfants, sont totalement écartés, sont presque totalement écartés dans les films. On n'aime pas du tout la représentation de la femme qui tue un enfant, ce qui encore est relié
à l'état de mère. Et ça choque, en fait, une femme qui va tuer son enfant, et ça repose des questions sur le genre, en fait. Voilà. Donc, oui. Et donc, ensuite, on va voir du coup 2 archétypes, la vengeresse et la femme fatale. Alors, j'ai utilisé 2 différents médias. Alors, on a Quand sort la recluse de Fred Vargas, qui est un livre, bon, je vais être obligée de vous le spoiler malheureusement, mais c'est une très bonne écrivaine qui parle beaucoup de la criminalité des femmes dans ses livres, donc je les recommande. Et d'un côté, on a La Veuve Noire, qui est un des films qui a été étudié par celle qui a fait la thèse d'avant, la chercheuse qui a fait la thèse d'avant. Alors, Quand sort la recluse, la tueuse en série, c'est une vieille femme qui a tué plusieurs hommes qui l'avaient violée quand elle était plus jeune. Alors, la véritable histoire, c'est son père qui l'avait enfermée, elle et sa sœur, et les hommes, en fait, le payaient pour venir violer ses 2 filles. Bon, voilà. Et donc, du coup, quand le père a été tué par leur frère, et ensuite, bon, il y a eu tout ce passage à la justice, mais elle a traqué pendant toute sa vie, en fait, les hommes qui l'avaient violée. C'est censure, écran blanc. C'est trop horrible. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on a cette idée de la vengeresse, celle qui a raison de tuer. D'ailleurs, dans le livre, le commissaire Adamsberg, qui s'occupe de cette affaire, quand il découvre les raisons du meurtre, au départ, il refuse de l'arrêter. Parce qu'il dit, elle ne mérite pas. Et elle insiste en disant, c'est pas grave, c'est la justice. De toute façon, vu comment mon affaire va se passer, j'aurai encore du temps ensuite pour ressortir de prison et pour écrire toute mon histoire avant de mourir. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi dans les livres de Fred Vargas, ça suit toujours la même équipe. Et il y a le lieutenant Danglars qui, lui, elle le répète souvent, c'est quelqu'un qui est toujours choqué quand le meurtrier se révèle être une femme, parce qu'il ne pense pas que les femmes soient capables de violence. Ce qui est très intéressant parce que donc du coup, elle a conscience des stéréotypes qu'on retrouve dans nos sociétés, en fait, et de comment on approche le meurtre au féminin, et elle en joue dans ses livres. Et d'un autre côté, on a La Veuve Noire, qui là encore, très classique. Elle tue ses compagnons avec du poison pour prendre leur argent. Là, c'est très intéressant parce que c'est totalement une représentation du gain qu'on a, d'un tueur hédoniste qui va le faire pour le gain, l'argent, le confort de vie. Et ce qui est très intéressant aussi, là encore, c'est celle qui va traquer la tueuse en série. Et là aussi, elle va se moquer de cette... Dans le film, il y a alors j'ai pas pu trouver ce passage, mais elle se moque en fait des personnes qui pensent que les femmes ne peuvent pas faire preuve de violence et ne font preuve de violence que parce qu'elles ont été poussées à bout, en fait, parce que au départ, elle explique la situation et ses théories à un de ses collègues. Et elle dit, oui, moi je comprends totalement pourquoi une femme serait poussée à tuer, parce que quand j'étais plus jeune, il y a un homme qui m'a sauté dessus et qui m'a violée, et il y a son collègue qui est horrifié de tout ça, et ensuite elle fait, non, en fait, je me fichais de ta tête, en fait. Je veux payer de ta tête totalement, ça c'est pas du tout passé comme ça. Et donc du coup, elle met en cause le fait qu'on dise toujours, oui, les femmes, elles tuent, mais c'est juste parce qu'elles ont été... elles ont été poussées à bout, c'est pas dans leur nature, tout ça, et elles se moquent, en fait, de ces représentations-là, ce qui est intéressant à voir aussi. Donc, et après, la question de la violence féminine, parce que le cas des tueuses en série fait un peu vague, en fait, dans tout ce qui est criminologie et féminisme, parce que pourquoi est-ce que les femmes tuent ? C'est toujours cette question. C'est parce que d'un côté, on va avoir les femmes qu'on va... Par exemple, Julia Tofana,
qu'on va un peu présenter comme héroïnes parce qu'elles ont aidé plein de femmes à se libérer de mariages où elles étaient malheureuses, où leur mari en fait les frappait, les violait, tout ça. Et d'un autre côté, on a des tueuses en série comme Amélia d'ailleurs, qui elle tuait des enfants, mais à l'appel un peu, pour des questions totalement d'argent. Donc où est-ce qu'on les positionne ces tueuses en série? Est-ce que c'est des représentations féministes ou est-ce que c'est des monstres qu'il faut montrer du doigt? Il y avait eu une étude que j'ai lue aussi, bon, rapidement, j'ai pas eu vraiment le temps de travailler beaucoup longtemps dessus, c'était est-ce que le féminisme, la montée des mouvements féministes a influencé l'apparition des tueuses en série? Et on trouve en fait qu'il y a une corrélation entre les tueuses en série et leur motivation, alors moins leur motivation, mais la façon dont elles tuent, mais pas seulement des tueuses en série, mais des tueurs en série aussi, et des mouvements féministes. Les femmes qui tuent, en fait, ça pose un problème parce que, d'un côté, on va avoir celles qui tuent parce qu'elles ont été victimes de viols, tout ça, voilà. Par contre, on a toujours cette notion de la femme qui tue son mari qui l'a frappée. Et ben, cette situation elle est plus compliquée au niveau des tueuses en série parce que c'est des femmes qui tuent plusieurs personnes avec un temps entre chaque meurtre qui peut être assez long. Donc c'est quelque chose qui va être préparé, quelque chose qui va être réfléchi. Donc ça ne peut pas être vraiment vu comme de la self-défense, à part dans le cas d'Aileen Wuornos qui était très spécifique. Donc ça pose des problèmes. Et du coup, dire que il y a toujours cette peur en fait que parler des meurtres faits par les femmes, ça va effacer toutes les violences que d'autres femmes ont subies. Mais il y a aussi, par exemple, souvent j'ai vu des personnes se plaindre de quand on parle des femmes qui se font violer, il y a des personnes des fois qui vont arriver en mode oui, mais les hommes aussi qui se font violer comme si que ça balançait en fait. Et il y a toujours cette peur que dire oui, les femmes elles ont vécu des choses horribles, mais vu que les tueuses en série, que les femmes elles peuvent aussi être violentes, ça balance en fait. Et c'est terrible de penser ça, mais c'est aussi valide de l'autre côté. C'est de dire oui, les tueuses en série ont commis plein de meurtres, mais vu qu'il y a plein de femmes, d'autres femmes qui ont subi tellement de violences depuis des années, est-ce que ce ne serait pas aussi une répercussion de ces violences? Et est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une légitimité à cette violence? Ce qui n'est pas forcément la meilleure prise d'opposition sur ça. Donc c'est un cas qui est assez particulier parce que penser aussi que les femmes ne sont pas capables de violence ou qu'elles réagissent juste aux violences qui ont été faites contre elles pendant des années et des années, c'est discréditer totalement leurs victimes aussi. Comme on le dit avant, il y a plein de tueuses en série qui n'ont jamais été... il y a plein de tueuses en série qui n'ont jamais été appréhendées par la justice. Il y a plein de meurtres dont on n'a jamais retrouvé les coupables. Et est-ce qu'on n'aurait jamais retrouvé les coupables parce qu'au lieu de chercher pour une femme, on aurait cherché pour un homme? Il y a aussi cette question-là. Donc ensuite, la violence féminine en général, ça reste toujours quelque chose d'assez compliqué. Je veux dire, c'est tout un domaine spécifique de la criminologie. Et cette violence féminine, cette question de oui, la violence féminine, c'est juste en réponse à d'autres violences, elle perd déjà un peu de sa crédibilité dans les cas des tueuses en série, mais dans les cas aussi des viols commis par des femmes, qui est aussi une autre question, par exemple, surtout les viols commis par des femmes sur des hommes, parce que c'est rare, c'est très rare, mais ça quand même renverse cette idée qu'on se faisait d'une victime et
d'un agresseur. Parce que souvent, une victime d'un viol, ça va être une femme, et un agresseur, ça va être un homme. Et là, ça renverse totalement le statut. Et on a du mal, du coup, à appréhender, parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, dont avec ma mère, et quand j'ai parlé de ça, elle n'arrivait pas du tout à appréhender la question, parce que c'était quelque chose qui ne lui avait jamais traversé l'esprit, que les places puissent être inversées. Bon, Charlotte, je crois qu'il faut s'arrêter. Oui. Merci pour ce long oui. voyage. Il y a effectivement des personnages comme ça qui hantent un peu l'imaginaire. Je donne juste un livre sur le serial killer qui me paraît être toujours, qui date des années 90, mais qui est un excellent bouquin de Denis Duclos, qui s'appelle Le complexe du loup-garou, et qui étudie la figure du serial killer dans la culture américaine, à la fois dans la culture de fiction et dans l'actualité, qui est un excellent livre. Et en termes de film sur le couple, puisqu'il y a effectivement aussi des couples de tueurs en série, il y en a un, il y en a plusieurs, Natural Born Killers et peut-être le plus célèbre, il y en a un qui est un film noir et blanc, dont le réalisateur ne me revient pas en mémoire, mais le film s'appelle Les tueurs de la lune de miel, de Honeymoon Killers. S'il y en a un à voir, c'est celui-là. Voilà. Bon, écoutez, merci pour cette dernière séance, pour cette longue dernière séance. Je vous souhaite une bonne fin de semestre, et puis à la prochaine, l'année prochaine. Parce que moi, je ne vous vois pas au second semestre. Donc voilà. S'il y a des problèmes ou voilà, des questions que vous vous posez,